Le 31 décembre dernier, je partais pour une semaine à la montagne en tant que vidéaste. Mon client, c'était l'UCPA et ma mission de filmer le séjour du Nouvel An à La Plagne pour communiquer dessus sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la seule caméra que j'ai emportée est cet iPhone 15 Pro et je vais te faire rentrer dans les coulisses de cette mission. On va se poser deux questions. Déjà, pourquoi j'ai pris un iPhone et pas une vraie caméra? Et ensuite, comment filmer avec un iPhone pour avoir un rendu pro digne d'une vraie caméra? Je terminerai par te donner mon point de vue sur l'expérience, on va dire humaine, de tourner à l'iPhone en tant que vidéaste, et je te partagerai notamment une remarque assez désagréable que je me suis pris plusieurs fois. C'était vraiment chiant. Mais avant de commencer, je préfère te prévenir. Je vais beaucoup mettre en avant les iPhones dans cette vidéo. Donc si t'es anti-Apple, deux options s'offrent à toi. Soit tu déverses ta haine dans les commentaires, fais-toi plaisir, je sais que ça soulage. Soit tu achètes enfin un iPhone, il est jamais trop tard pour se mettre à niveau. Ceci étant dit, on peut commencer. C'est parti! Pour t'expliquer mon choix de caméra, je dois d'abord te préciser ce que me demandait concrètement l'UCPA. L'idée, c'était de faire du contenu immersif et incarné pour donner envie aux gens de participer au prochain séjour au ski. Immersif, ça veut dire que je devais participer aux activités comme un client pour me fondre dans l'ambiance et avoir les images les plus spontanées possibles. Et incarné, ça veut dire que je devais non seulement faire de belles images, mais aussi faire du face caméra pour raconter ce qui se passe et que le spectateur se sente impliqué dans le séjour. Concrètement, voici ce que je devais produire comme contenu. En gros, je devais filmer tout ce qui se passe sur le séjour. Que ce soit la vie du centre, donc les repas, les animations, les soirées, évidemment le ski, mais aussi le cadre avec le paysage et la visite du centre. Ensuite, les rushs vidéo étaient destinés à 3 usages. Le premier, c'est de publier 5 à 10 stories par jour pendant toute la semaine pour raconter vraiment en temps réel. Ça veut dire que je faisais moi-même le montage et la publication des stories. Ensuite, ils m'ont demandé de faire 2 vidéos au format Reel Instagram, c'est-à-dire des vidéos montées après coup pour faire le bilan. En gros, la première, c'était le montage d'une journée complète sur le séjour et la deuxième, c'était un récap de la semaine avec voix off. Mais ces vidéos, j'ai pas eu à les monter pendant le séjour. Je les fais après coup, une fois rentré chez moi. Troisième usage des rushs, c'est pour l'UCPA d'avoir des images à réutiliser pour communiquer sur les prochains séjours. Ici, j'interviens pas sur le montage, je mets les images sur un drive et ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que concrètement, ce que j'avais à faire durant ma semaine à La Plagne, c'est côté prise de vue, filmer un maximum d'images et côté post-prod, monter et publier les stories en quasi temps réel. Et c'est important de préciser que tous ces contenus devaient être filmés en vertical. Parce que c'est destiné à Instagram. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui n'aiment pas le vertical parce que vous êtes fan du cinéma en 2.35 bien horizontal, mais il faut être en accord avec son époque. Instagram est consommé essentiellement sur smartphone et c'est pour ça qu'il pousse le contenu vertical. Ok, maintenant que tu visualises bien les contenus que je devais produire, regardons ensemble les 6 types de caméras que je pouvais emmener. En premier, on a le boîtier photo-vidéo, par exemple mon Lumix S5 II avec l'objectif 24-70. Ensuite, la caméra d'action type GoPro, la caméra 360 degrés, la caméra, on va dire, de poche comme l'Osmo Pocket 3, le drone et enfin le smartphone comme l'iPhone 15 Pro. Ici, j'ai mis les derniers modèles à chaque fois, mais on s'en fiche des modèles. Ce qu'on veut, c'est regarder l'ergonomie des différents types de caméras. On va procéder par élimination. Le premier éliminé à sentence est irrévocable, le drone. Parce que c'est beaucoup trop long et complexe à mettre en place pour faire des images spontanées. Entre le décollage, le paramétrage, le changement des batteries et même le fait de protéger le matériel dans la neige, c'est pas du tout adapté au contenu immersif. Et on peut rajouter à ça le fait que ce soit bruyant, gênant pour les gens, qu'il faille demander des autorisations. Deuxième élimination, le résultat du vote est sans appel. La caméra 360. Je me suis jamais servi de ce genre de caméra, mais justement sur le séjour UCPA, j'ai pu côtoyer quelqu'un qui en avait une et je me suis rendu compte à quel point c'était complexe. Ça nécessite de passer par une phase de post-prod sur ordinateur via un logiciel spécifique, donc c'est long, c'est complexe et en plus la qualité est moins bonne que sur les autres caméras parce que forcément ça filme à 360, donc on a besoin de filmer un beaucoup plus grand champ de vision. Et ensuite quand on revient à un cadrage défini, la qualité est moins bonne que si on avait filmé avec une caméra normale, directement ce cadrage. La troisième à être éliminée avait pourtant toutes les qualités pour rester en jeu, les muscles saillants, le boîtier. Là ici ça pose deux problèmes. Le premier c'est que c'est trop lourd et c'est beaucoup trop encombrant pour se balader avec ça sur les pistes en faisant du ski.
Et même pour les images posées dans le centre, le workflow est trop complexe. Il faut sortir la carte SD, la mettre dans l'ordinateur, décharger et ensuite de faire le montage sur l'ordinateur pour à la fin transférer les vidéos sur le téléphone et les publier sur Instagram. Donc c'est impossible de poster rapidement les choses, c'est pour ça que je suis pas parti avec mon S5 II. Il nous reste maintenant 3 options. Et là, je vais pointer du doigt un problème qu'ont la GoPro et l'Osmo Pocket, mais pas l'iPhone. C'est comme pour le boîtier, le fait de devoir transférer les rushs sur ordinateur pour ensuite les monter sur l'ordi et les passer sur le téléphone pour publier. Là encore, c'est impossible de poster rapidement. Alors vous allez me dire, la qualité est meilleure sur la GoPro et l'Osmo Pocket parce que le capteur est plus grand. Vous avez raison de vous intéresser à ce paramètre car la taille du capteur compte en vidéo. Plus le capteur sera grand, meilleure sera la qualité d'image et surtout en basse lumière. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? La GoPro, elle a un capteur qui fait 0,53 pouces, l'iPhone 15 Pro 0,78 pouces et l'Osmo Pocket 1 pouce. Donc l'iPhone 15 Pro a un capteur bien plus grand que la GoPro et certes un peu plus petit que l'Osmo Pocket, mais à ce niveau-là, c'est kiff-kiff. Et là vous allez me dire, ok Théo, mais il n'y a pas que la taille qui compte, arrête de faire une fixette là-dessus! Vous avez raison, la stabilisation compte aussi beaucoup. Et à vrai dire, je la trouve excellente sur l'iPhone. Vous pouvez voir par exemple ces plans pris en skiant assez vite sur une piste, il n'y a vraiment aucun tremblement. Un des derniers arguments potentiellement pro GoPro serait de dire on peut la mouiller, on peut la faire tomber, on peut même l'accrocher au casque de ski. Oui, mais ça m'intéresse pas de filmer sans maîtriser le cadre. Mon objectif c'est de faire de belles images bien cadrées, pas des images embarquées où je skie à toute vitesse pour montrer du sport extrême. De toute façon, je suis pas assez bon skieur pour ça, même si j'ai quand même ma 2e étoile. Et l'UCPA veut se montrer accessible aussi aux skieurs débutants. Et c'est pour ça que la victoire finale de cette compétition revient à l'iPhone 15 Pro. Tout est réuni, j'ai un grand capteur pour la qualité d'image, une bonne stabilisation, un grand écran pour cadrer qui en plus est optimisé pour le vertical, et enfin je peux tout faire sur le même appareil, c'est-à-dire filmer, monter et publier. Ok, donc j'ai choisi la caméra, c'est bien, mais maintenant comment faire pour filmer et avoir un rendu pro? Voici les éléments qui ont été importants sur ce tournage pour avoir une bonne qualité. La première chose, c'est le choix du capteur, ou plutôt le choix du duo objectif-capteur. Parce qu'on sait que l'iPhone 15 Pro a 3 objectifs, mais forcément derrière chacun des objectifs, il y a un capteur. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas tous la même taille, donc c'est un paramètre important. Le capteur principal avec l'objectif grand angle x1, il fait 0,78 pouces. Donc ça va être notre base de taille qu'on va mettre à 100%. Le capteur avec l'objectif ultra grand angle x 0,5, il mesure 0,39 pouces. Donc 50% de la taille du capteur principal. Et le capteur avec l'objectif zoom x3, il mesure 0,29 pouces, donc c'est encore plus petit, seulement 37% du capteur principal. Alors ce que j'ai fait sur mon tournage à l'UCPA, c'est que j'ai beaucoup utilisé le capteur ultra grand angle. Pourquoi? Parce que vu qu'on est sur du format vertical, ça veut dire que le champ de vision est assez réduit latéralement, parce qu'il est beaucoup plus haut que large. Et donc c'est intéressant d'être en ultra grand angle pour voir beaucoup de contexte, parce que sinon c'est oppressant et on est trop sur du plan serré. Mais je suis resté conscient que la qualité était moins bonne que le capteur principal, c'est pour ça que dès que j'en avais l'occasion, je passais sur le capteur principal, quitte à me reculer un peu pour faire un plan plus large. Mais vraiment, il faut avoir ça en tête que dès qu'on peut utiliser le capteur principal, il faut le faire. On observe une réduction du bruit quand on est en basse lumière et tout simplement une meilleure qualité d'image globale. Le zoom x3, vous l'aurez compris, dans ma tête, c'était vraiment à éviter en raison de la taille toute petite du capteur. La seule situation où je pouvais m'en servir, c'était en extérieur, en plein jour, donc avec une bonne lumière. Et là, dans ce cas, ça pouvait être intéressant pour faire un joli plan serré. Quant au zoom x2, en fait, c'est pas un 4e capteur, c'est tout simplement un zoom numérique sur le capteur principal x1. On perd là aussi en qualité par rapport au zoom x1. Je dirais que c'est la même logique que pour le zoom x3. Si vous pouvez rester en x1, c'est mieux. Et si vraiment vous avez besoin de zoomer, vous choisissez entre le x2 et le x3 en fonction de la valeur de plan que vous recherchez. En ce qui concerne les applications que j'ai utilisées, pour la partie tournage, je suis resté sur l'application appareil photo par défaut de l'iPhone. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, encore une fois, je devais dégainer très rapidement mon iPhone pour pouvoir faire les images, donc j'avais pas le temps d'ouvrir une application type Filmic Pro ou Blackmagic,
pour paramétrer des réglages potentiellement manuellement. Là, j'étais vraiment dans une configuration où il fallait être hyper réactif, donc je suis resté sur l'application par défaut. Et en plus de ça, j'ai paramétré le nouveau bouton Action qui est sur le côté de l'iPhone, de manière à ce que quand je reste appuyé dessus, ça m'ouvre l'application appareil photo directement sur le mode vidéo. Pour le montage, je suis passé par Adobe Premiere Rush, qui est une version simplifiée d'Adobe Premiere disponible sur ordinateur, mais également sur tablette et smartphone, c'est pour ça que je l'ai prise. Je ne vais pas rentrer en détail ici, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio, ajuster les niveaux audio, ajouter quelques transitions, mais ça reste très simple. Donc vu que c'est inclus dans la suite Adobe, je suis passé par Adobe Premiere Rush. En ce qui concerne les accessoires, je suis parti avec 3 choses très utiles. La première, c'est une coque avec une poignée. Alors ici, c'est la coque Peak Design que j'ai eue depuis, mais en gros, à l'époque, j'avais une coque similaire dans laquelle on peut venir glisser le doigt, ce qui permet d'être rassuré quand on fait des images que le téléphone ne va pas tomber, notamment quand on est sur le télésiège ou même en train de dévaler une piste à ski. Et je m'en servais aussi quand je faisais du montage, parce qu'en fait, ça soulage la main, c'est-à-dire que le téléphone, il est reposé beaucoup sur le doigt qui est rentré dans la poignée, et donc on n'a quasiment pas à le serrer. Deuxième accessoire très pratique, c'est cette gourde Rhino Shield. Déjà parce que c'est une gourde, et quand on fait du sport, on a soif. Et en plus parce qu'il y a un système d'anneau magnétique sur le dessus, sur lequel on va pouvoir venir clipser l'iPhone. Et ensuite, on peut poser la gourde quelque part, faire des images, que ce soit en vertical ou en horizontal. On peut également incliner le téléphone plus ou moins. Donc finalement, ça fait un peu office de trépied. Et si on met de l'eau à l'intérieur, eh ben, c'est suffisamment stable. Bon, au final, je l'ai utilisé que pour ce plan, mais pas des moindres quand même. Et je suis sûr que ça sera encore plus utile si je pars sur ce genre de mission en été. Troisième et dernier accessoire, c'est le kit Rode Wireless Go 2. J'ai fait un test sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ça permet d'avoir un micro-cravate avec une super qualité pour faire par exemple des interviews, ce que j'ai aussi été amené à faire avec des membres du staff. Voilà pour grosso modo les choses qui étaient importantes à savoir techniquement. Et maintenant, je vais vous partager la remarque désagréable que je me suis pris dans la figure. Pour que vous compreniez bien quel était mon rythme, je vais vous donner un exemple d'une après-midi type. De 14h à 16h, on fait du ski en groupe. Je suis pas en permanence avec mon iPhone à la main, mais je le sors dès que j'estime qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. À 16h, on rentre du ski, et je sais qu'après, le programme, c'est dégustation de fondue à 16h30, puis animation à 18h. Et moi, je veux louper aucune activité, parce que le but, c'est d'avoir un panel le plus large possible d'images. De 16h à 16h45, je vais dans ma chambre pour monter et publier les images du ski. Ensuite, je vais faire des images de la fondue de 16h45 à 17h15. J'en profite pour déguster cette assiette. Évidemment, ça serait dommage de gaspiller du fromage. Puis je repars pour monter et publier les images de la fondue de 17h15 à 18h. Et après, je vais faire des images de l'animation, etc., etc. Donc c'est un enchaînement permanent entre je profite un peu de l'activité, je fais des images, je m'isole pour faire du montage, je publie, etc., etc. Et ce qui m'a fatigué, c'est quand je me retrouvais face à quelqu'un pour expliquer ce que je faisais et que ça ressemblait à ça. Alors c'est toi l'Instagrammeur? Ouais, c'est ça. C'est moi. Mais en fait, tu fais quoi concrètement? En gros, je participe aux activités exactement comme toi. Et en même temps, je fais un maximum d'images pour pouvoir communiquer sur le compte Instagram de l'UCPA. Ah ok, je vois. Bon, ça va, il y a pire comme métier. Hein. Le mec est payé pour faire un séjour UCPA, quoi. Ça va, pas trop dur la vie? Dans l'absolu, je leur en veux pas. Probablement que si j'avais été à leur place et que je n'y connaissais rien en vidéo, j'aurais réagi pareil. Mais quand on reçoit 5 fois cette remarque par jour, alors qu'on donne tout pour créer le meilleur contenu possible, ça devient fatigant. Mais au final, je retiens pas mal de choses de cette expérience sociale. Premièrement, la légitimité d'un vidéaste est vachement liée à la caméra qu'il utilise. Je suis persuadé que si j'étais arrivé avec un boîtier ou même une grosse caméra à l'épaule, les gens auraient été beaucoup moins familiers dans leur façon d'appréhender mon job. Et deuxième chose qui a été très intéressante à observer, c'est que, effectivement, quand on filme avec un smartphone, on ressemble à n'importe qui. Donc on peut être confondu avec Kevin qui prend ses selfies pour les envoyer à ses potes. Ça pose problème pour la légitimité, mais par contre c'est un gros avantage pour se fondre dans la masse. Les gens ne se rendaient pas compte que j'étais vidéaste et que je faisais des images pour la com de l'UCPA. Et donc ça leur permettait d'être beaucoup plus naturel, et moi de capter des moments beaucoup plus authentiques, comme par exemple des petites interviews prises comme ça sur le vif en descendant les pistes. Voilà pour le retour d'expérience sur cette mission pro. C'est la première fois que je le fais sur ma chaîne, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de voir le résultat des 2 reels Instagram que j'ai montés cette semaine-là, ça dure moins de 2 minutes, je vous ai mis les liens juste en dessous. Et si vous souhaitez savoir comment j'ai fait le montage de ces 2 reels,
et notamment comment j'ai travaillé mon storytelling. Inscrivez-vous aux coulisses, c'est ma newsletter dans laquelle je vais partager prochainement des conseils à ce sujet. Je vous ai mis également le lien en description. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite.